Les apparences sont trompeuses, hein? Et non, nous ne sommes pas à Pyeongchang, mais bien à Sainte-Marie-aux-Mines. Bienvenue dans ce nouveau Pourquoi chercher plus loin? Pour ce nouveau numéro de Pourquoi chercher plus loin, je vous emmène visiter le Val d'Argent. Nous irons d'abord à la rencontre d'un savonnier artisanal qui fait du bio avec des savons qu'il vend dans le monde entier. Et puis, nous irons dans un centre de formation de bijouterie, joaillerie, avant d'explorer le fond des mines d'argent pour un escape game tout à fait particulier. Mais d'abord, je vais tenter de me frayer un chemin avec Jackie parce que là, je vais aller visiter des maisons pas tout à fait comme les autres. Allez, hop, on y va, c'est parti. C'est une maison en bois. C'est une maison témoin ici, mais c'est un gros succès en France. Il s'en construit beaucoup de ces maisons contemporaines faites sur mesure. Une belle histoire pour cette entreprise familiale qui était à l'origine une scierie et vous allez voir aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On dirait pas comme ça, mais il y a une maison là-dedans. Bonjour Sonia, ça va bien, merci. Vous avez vu ici, pour se dire bonjour, on se fait un check, un petit peu comme dans les startups américaines, c'est cool. Sonia, j'ai un rendez-vous. Avec Lou et Paul? Oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Ils vous attendent là-bas au bureau d'études en faux. Merci Allez-y, beaucoup. je vous en prie. Lou et Paul Burger, vous représentez la 6e génération de l'entreprise Burger qui a 170 ans. Quand même, une belle histoire. Au début, c'était une scierie qui fabriquait des accessoires pour les métiers à tisser, des entreprises textiles de la vallée. Et puis aujourd'hui, c'est une grosse entreprise de 160 personnes. Et vous avez décidé tous les deux de la rejoindre en 2016. Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser? Alors pour la suite, il y a un fort développement qui est prévu sur Bois. Donc on va arriver à être le leader français de la maison Satur Bois avec 1000 maisons par an dans les 5 ans. Donc il y a du travail encore. Et dans la vallée aussi, Et dans la vallée, bien sûr. parce que vous êtes en train d'agrandir ce site. Exactement. Oui, tout à fait. On a un projet de développement avec la construction d'une nouvelle usine pour les maisons Boa, ce qui permettra aussi de dégager de la place pour les développements B2B également, donc pour les produits de bricolage. Voilà, en 2017, on a embauché environ 20 personnes à peu près. Il y a eu beaucoup d'ouvertures de postes. On avait besoin de monde. On était un peu arrivé à un moment où les gens étaient saturés au niveau du travail. Tout est en route, mais la question c'est où vous allez vous arrêter. On espère ne pas s'arrêter. Exactement, ne pas s'arrêter. Je vous propose d'aller voir comment ça se passe. Volontiers, mais d'abord je vais aller voir en 3D à quoi ça ressemble et puis je vous rejoins à l'usine. Ça marche. Très bien. C'est comme ça. Jérémy, vous les maisons, vous les dessinez. Oui, tout à fait. En fait, c'est à partir du plan que le client va signer avec les conducteurs de travaux. Ouais. On va dessiner la maison sur ordinateur. Alors le but, c'est pas simplement d'avoir un joli visuel, c'est que c'est à partir de ce qui est dessiné donc, sur ordinateur. Si on zoome, on peut voir que chaque pièce de bois va avoir différents usinages. Et ces usinages, en fait, le dessin va permettre de piloter les commandes numériques donc, qui sont dans les ateliers de production. Tout ce qu'on voit là, c'est déjà le dessin de la production. Donc l'ordinateur de la machine va tout de suite comprendre ce qu'il faut faire au niveau de l'usinage et va découper la pièce de bois, par exemple ici, pour une entaille ou différents types d'usinage. Donc ça veut dire que c'est extrêmement précis, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va tout de suite voir en 3D tous les assemblages, donc avoir une notion de vision d'ensemble du projet, que ce soit au niveau de l'ossature, mais aussi au niveau des revêtements, donc tout le revêtement extérieur qu'on pourrait retrouver avec les menuiseries. Et si on rentre un petit peu dans le détail d'un mur, parce qu'une maison ossature bois, finalement, ce sont
voiles, des grands murs qui sont assemblés ensemble. Si je rentre dans un seul mur, on va retrouver la même composition. Et toutes les couches. Avec toutes les couches qui composent un seul mur. Donc une maison est composée de plusieurs grands voiles comme celui-ci. Et toutes ces couches sortent de l'usine. Voilà, et toutes ces couches, une fois assemblées, vont être stockées sur un camion et ensuite posées sur le chantier directement sur la dalle béton ou sur une dalle bois. Ah oui, c'est un pan de mur complet là. Hein. Paul, vous utilisez quel bois pour les maisons? Alors ce bois-là vient des forêts, plutôt des Vosges ou de la forêt noire, c'est du sapin épicéa, lamellé collé. Ça, c'est pour la structure. Ça va faire la structure de la maison, les cadres, effectivement, et ce qui va pouvoir après supporter l'ensemble des composants de la maison. Et pour l'extérieur? Donc là, ce sera du bardage. Lui, ça va être un bois qui vient, un résineux également, qui viendra plutôt de Scandinavie, qui a des bonnes résistances à l'extérieur. Et là, Paul, c'est la fin du processus, les pans de mur. Exactement, donc les pans de mur qui ont suivi donc toute la chaîne de montage. Donc c'est le bois de structure qu'on a vu tout à l'heure, Ouais. qui là a été monté, cloué, En sapin, là. en sapin exactement. Et donc tous les composants sont venus s'ajouter au fur et à mesure sur la chaîne de montage, où le mur glisse vraiment littéralement tout au long. Donc il y aura donc le pare-pluie, le pare-vapeur, également la laine de roche qui va servir d'isolant. Et il y a les fenêtres aussi. Oui, on met également les fenêtres dans le mur déjà. C'est audacieux. Oui, c'est audacieux, mais on n'a jamais eu de problème avec ça. Une porte de garage. Une porte de garage aussi, donc c'est vraiment pour gagner du temps, optimiser et d'être le plus performant possible au niveau donc, de l'installation de ces murs qui vont être installés en une journée sur chantier pour rendre la maison ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air. Et ça, c'est la partie extérieure de la maison. Donc c'est ce qu'on appelle le bardage, le bardage. Voilà, donc qui descend au fur et à mesure qu'on le cloue tout le long du mur. En tout cas, moi, ça m'a motivé pour aller sur le terrain aussi et voir comment on pose une maison comme ça en une seule journée. Et ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous à Sainte-Croix-aux-Mines pour le faire. Aujourd'hui, je me suis levée tôt pour suivre une cargaison un peu spéciale, juste la pose d'une maison. Waouh, ça y est, on dévoile la maison. Regardez, on va ouvrir le paquet. C'est comme un paquet cadeau, on se croirait à Noël. Allez, Roxane, là, ça y est, le premier pan de mur commence à être posé. Oui, Alors, ça fait bizarre. ça fait bizarre? Ouais, ça fait bizarre. C'est super, ça fait 1 an qu'on est sur le projet, donc c'est pas mal. Vous l'attendiez ce jour, Ouais. cette pause? Avec impatience. Philippe, il y a quand même une certaine émotion à voir arriver un pan de mur comme ça qui se pose à chaque fois. Ah, c'est sûr, ça fait du volume, mais aujourd'hui on n'a pas de vent, on a encore de la chance, parce que sinon on aura encore d'autres contraintes, effectivement. Alors, vous en posez beaucoup des maisons. Entre 1 à 4 par semaine, oui. C'est énorme. Dans le Grand Est essentiellement. C'est ça. Et là, ça fait un peu penser, vous savez, à la maison en bois des 3 petits cochons. Alors, on peut se dire que ça pourrait s'envoler Non, loin avec de là. une tempête. Non, non, pas du tout. On n'est pas en Amérique juste avec des planches et des clous. Hein. On a quand même une structure qui a quand même du poids. Un mur peut aller jusqu'à 1,8 tonne. Hein. Donc ça va, s'il y a un ouragan qui arrive, Il est fixé de partout, par le sol et ensuite par les plafonds.
Le dernier mur, Le ça dernier va mur. Avant l'étage Parce que vous aurez un Ouais, étage. il y aura un étage, ouais. Ouais. En 2 heures, c'est hallucinant quand même. C'est fou, hein? Ouais. Ouais, c'est magique. Maintenant, c'est la maison d'une vie. Ça, on est parti pour vivre une partie de notre histoire dans cette maison et après on verra. Who's creeping round the corner? Who's never up to good? Who's helping no one Nous find sommes remontés out? sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, devant un bâtiment qui est vraiment symbolique de l'histoire de la vallée. C'est la tour des mineurs, qu'on appelle aussi tour de l'horloge, qui date du XVIe siècle, à l'époque où les mineurs exploitaient les filons argentifères dans cette vallée. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je vous emmène juste en face, dans une savonnerie, la savonnerie artisanale du Val d'Argent. How they feel? Who's slightly maybe in love? Get it away, get it away. Who's the one you need? The one you're holding high? We got the one who knows and doesn't mind. Keep it that way, keep it that way. Keep it close. Nous voilà donc dans le secret des dieux, ici, la Seine, où on apprend vraiment à savoir comment on le fait, ce savon bio. Exactement, il y a Gilles qui est en train de faire les mélanges avec les plantes. Donc il a versé l'eau dans l'huile et il va maintenant mélanger tout simplement. Donc là il arrête, vous voyez que c'est venu un peu jaunâtre. Donc l'eau est montée dans l'huile et on attend. Et on va laisser reposer et on va reprendre au fur et à mesure tout doucement. Là, il y a déjà de l'ortie dedans. Il y a déjà de l'ortie dedans. Et cette recette, Oui. c'est vous qui l'avez élaborée? Oui, oui, j'ai mis à peu près 1 an à la trouver. C'est de 3 sortes d'huiles qu'on a, plus que des plantes. Et alors, les 3 huiles, C'est de l'huile de copra, l'huile d'olive, l'huile d'argan. qu'est-ce qu'on a sur la table, là? Alors, on a de l'huile, on a de l'eau et on a une soude membrane. Membrane, c'est une soude cosmétique. C'est pas comme une soude caustique qui vous décaperait bien, c'est une soude membrane tout simplement. Là, on est en période calme, janvier-février, c'est un peu calme pour nous, donc on fait 1800 savons par jour. Et à partir de mai, on va monter à 2500 tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Pas mal. C'est pas mal, oui. Bon, je vais quand même vous montrer comment on coule. Donc, les moules sont faits... Maison. Maison, exactement, on les a fait. Donc, c'est juste 3 planches, 2 petits crochets de chaque côté et des... Du papier sulfurisé. Voilà, et on coule tout Hop simplement là. comme ça. Vous voyez. Ouf. En fait, c'est un gros velouté, comme une soupe, Eh tout ouais, ça simplement. fait soupe, hein. Exactement. Mais c'est froid, Mais c'est froid. puisque c'est une saponification à froid. Et voilà. Ouah, c'est beau. On a envie de mettre les doigts dedans, mais il vaut mieux pas. Incroyable. Hein. Non, il faut éviter. Il faut éviter, il y a de la soude. Et là, on a coulé 30 savons. 30 savons, tac. Voilà, 30 savons d'un coup. Pas mal, bravo. Excellent. Et là, on attend. On attend jusqu'au demain matin. Le lendemain matin, on va le démouler, on va le couper en morceaux de 190 grammes, puisqu'ils vont perdre de l'eau, tout Ouais, simplement. ouais. Et ils vont sécher 3 semaines sur les étagères, et après, ils vont être emballés. Alors, on le voit pas, mais ça sent bon. L'odeur est agréable. Ah, c'est... Who's creeping round the corner? Who's never up? Ici, on le dit, il y a 22 types de savons différents qui sont vendus partout en France et dans le monde. C'est ça, en fait, on a énormément de points de vente maintenant en France, aussi bien au niveau des magasins bio qu'au niveau de la grande distribution, au niveau de... Oui, on a vraiment beaucoup de points de vente ici en France, mais on fait aussi de l'exportation et ça, en tant que voyageur, ça nous plaît beaucoup parce qu'on est aussi bien implanté à Taïwan, au Japon et aussi en République tchèque et puis aux pays très limitrophes de la France. Et puis, alors, il y a des choses très intéressantes, hein, par exemple, qu'on peut voir, parce que c'est tendance, les barbes pour les hommes. Il y a maintenant le savon pour la barbe, ça doit bien vous servir, la Seine. Non, je ne me rase pas, mais en fait, je nettoie ma barbe Oui. avec ce savon. Et ça brille, c'est marrant.
Ça brille, ça lave. Ouais, ça le nettoie, ça nettoie ça très nettoie. bien et tout. Ça fait briller le poil, très agréable. Et ça donne une douceur. Et on n'a pas parlé du lieu qui est quand même assez fantastique, hein. On est ici dans une ancienne église Oui, catholique. oui. Et avant l'église catholique, il y avait encore une histoire. C'était un atelier textile. Ouais, parce que évidemment, on est dans une vallée où le textile Était roi. a été roi au 19e siècle Exactement. et c'était le cas. Donc les gens, s'ils viennent ici, ils peuvent tester les savons et ils peuvent découvrir un lieu insolite. Je vous emmène maintenant dans un centre de formation un peu particulier. D'ailleurs, il est situé juste en face du lycée, là, le plus petit lycée d'Alsace. Certains disent même que c'est le plus petit lycée de France. Et un indice, le lieu où on va s'appelle l'Atelier d'Émeraude. Ici, les élèves apprennent les techniques de la bijouterie et puis aussi de la joaillerie sur quelques jours ou alors carrément sur plusieurs mois, soit pour se faire plaisir ou alors vraiment pour se professionnaliser. Georges, vous avez démarré cette aventure il y a presque un an maintenant. Vous êtes créateur en bijoux et vous avez décidé de former des gens. Voilà. Pourquoi ? J'avais envie de transmettre ce qu'on m'avait appris et puis de faire partager aussi cette belle expérience. C'est vrai, et c'est quelque chose que vous avez transmis avec votre frère. On a un peu chacun sa partie, quoi. Moi, je suis plus de formation bijouterie fondeur. Et mon frère est plus dans le sertissage, dans le plus précis, dans le plus petit, beaucoup plus précis, quoi. Ouais, dans la joaillerie aussi, ouais, tout à fait. Puis Édouard, vous êtes venu tout de suite. Vous avez dit ah bah oui. Oh tout de suite, oui, bien sûr, mais au début, ça me semblait un peu une histoire folle. Hein. Quand mon frère m'a contacté, m'a appelé pour venir le rejoindre, moi j'avais une place, un travail sûr depuis plus de 20 ans en Suisse, dans la haute horlogerie. C'est une belle histoire personnelle pour vous aussi, cette école. Ouais, c'est une histoire, je ne vais pas dire de toute une vie, mais c'est une grande histoire qui commence, ouais, tout à fait. Mettre en avant l'artisanat, tous ces vieux métiers qui sont en train de se perdre, on essaye un peu de leur donner un petit coup de boost et puis de les remettre un peu au goût du jour. Hein. Eh bien, Georges, ça, c'est un établi bien fourni, hein. Alors moi, je reconnais les marteaux. Or, le reste, le maillet. Le maillet aussi. Maillet. Voilà, tout à fait. Et puis... Là, par exemple... Ça sert à faire des bracelets. Ah oui. Pour donner une forme à des bracelets, là aussi, hein, c'est tout des formes. Ici, c'est des dés à emboutir. Ici, des boutreaux. Ce qui va nous permettre de donner des formes et puis, comme le nom l'indique, à emboutir. Emboutir pour des bagues, pour des... Pour donner des formes, pour faire des petites plaques rondes, pour faire des creux, pour venir mettre des perles à l'intérieur, par exemple. On peut y aller, ça fait pas mal. Qu'est-ce que c'est que cet instrument de torture, Pascal? Alors, c'est une filière. Alors, ça permet d'affiner le diamètre de mon fil et de lui donner une forme. Et grâce à cette machine, on peut faire du fil, étirer du fil comme ça. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à la bijouterie? Je suis prothésiste de base, de métier. Dentaire? Dentaire, D'accord. oui, prothésiste dentaire. Et puis, je faisais des bijoux à la maison. Depuis peu au chômage, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour me présenter. Et puis, me voilà, j'ai commencé et j'adore ça. Donc, fini les prothèses. Voilà. Et puis, bonjour les bijoux. C'est super de voir qu'il y a une passion qui naît comme ça en deuxième partie de vie, quoi. Voilà. Je me vois là dans un centre de formation en bijouterie et c'est du travail sérieux. Et là, je suis passionnée, franchement passionnée, oui. c'est extra. When they gathered around and started talking,
Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Nous allons maintenant entrer dans ce bâtiment un peu atypique. Vous voyez, cette espèce de blocos en béton, eh bien, il renferme 4 siècles d'histoire, des galeries où les mineurs exploitaient l'argent. Moi, je vais m'y amuser un peu. J'espère juste que je vais pouvoir en sortir. La mine dans laquelle on va, donc on exploitait l'argent, pas seulement. On exploitait de l'argent, du plomb, du cuivre, et voilà ce qu'on trouvait. Mais c'était vraiment déjà une grosse exploitation. On le verra tout à l'heure quand on verra la taille des galeries et la taille du filon qui a été exploité ici. Alors on est là. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Alors ici, Stéphanie, on est dans les vestiaires, qu'on appelle aussi la salle des pendus, comme le montrent les combinaisons là au-dessus. Ah oui, parce que quoi, sinon il y a de l'argent qui va me tomber sur la tête? C'est possible. Ici, on est dans la galerie moderne de Tellure, et on va rejoindre petit à petit les galeries anciennes pour rejoindre l'escape game. Et là, il y avait au XVIe siècle donc les mineurs qui essayaient de se chercher le plomb, l'argent. Ouais. Tout d'abord, les mineurs qui essaient avant tout de se trouver un passage pour atteindre justement le fameux filon. Ça, c'était fort, hein, parce que c'était pas gagné d'avance. Ils avaient quand même de sacrées connaissances. Ah, l'arpenteur, à l'époque, savait pertinemment lire la roche et savait y déceler les informations les plus précises pour trouver le meilleur compromis entre la dureté et la rapidité pour atteindre le filon. Xavier m'emmène à 300 mètres sous la montagne. Je vais y découvrir un escape game. Il me faudra résoudre les énigmes et trouver des solutions pour m'échapper de la mine avec mon coéquipier Philippe. Stéphanie, notre histoire va s'arrêter ici et je vais t'abandonner parce qu'on commence à apercevoir la porte de l'escape game d'où Très il te bien. faudra réussir à sortir. Le stress monte quand même, parce qu'en escape game dans une mine, c'est pas courant. Ah ben, c'est la seule aujourd'hui connue presque au monde, on peut dire. D'accord. L'idée d'avoir mis un escape, c'est quand même super sous terre. Le décor, il est fantastique. On n'a Ouais. rien eu besoin de faire. Donc voilà, je vais t'abandonner dans les mains expertes de Blandine, qui est la maître du jeu, et de Philippe, qui vont peut-être t'aider, ou pas d'ailleurs, à ressortir de ces salles. Bon, on croise les doigts, mais je suis contente de ne pas être toute seule. On y va? C'est On y parti. va, c'est parti. Merci beaucoup, Xavier. Adieu. Waouh. Blandine, c'est ici que ça se passe alors. C'est ça. Tu es la maître du jeu, donc tu connais les énigmes. Je joue un peu le rôle du chef d'expédition. Très bien. Tu as déjà fait ça, Philippe? Non, c'est la première fois. D'accord. Et je suis pas très rassuré. Qu'est-ce qu'on doit chercher d'abord? On est à la recherche du trésor légendaire. Et j'ai déjà mis nos documents de recherche dans le casier qui est ici. D'accord. Mais par contre, je crois que j'ai oublié les clés. Ah Très bien. On doit trouver une clé. Il me semble qu'il y en a une autre ici que j'aurais cachée, oui, en effet. D'accord. Bon, bah c'est parti, hein, Philippe? Oui. Je crois qu'on peut explorer dans la roche, se prendre pour des mineurs un petit peu en même temps. C'est une clé en métal. Petite clé en métal. Une clé. Pas de clé à l'horizon. Hé! Hey! Attends! Je l'ai! Qu'est-ce qu'on a? T'as vu, il y a des doublements de lettres. Ça veut dire qu'il y a sûrement un code. 22 octobre. Depuis plusieurs mois, je travaille des S. Ok. On y est presque là, Philippe. Hein. Une des clés est un. Mais est un quoi? Ah, c'est super excitant en fait. Hein. Moi, j'avais jamais fait ça. Eh ben, je pense que même si on n'est pas joueur dans l'âme, on se prend au jeu et puis on a envie de continuer. Blandine, là, donc, on a des éléments. On va peut-être sortir. J'ai une des clés est un I. Ouais. Je garde mes petits papiers. Et toi, Philippe, tu as trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé une lampe. Ah, chouette.
Une flèche, flèche, oui. D'accord, donc Dans on la est bonne dans- direction. On est dans la bonne direction. Ah. Regarde, une croix, Une croix. et un cadenas. Attends, il y a quelque chose au niveau de la croix? Quelque chose à trouver. Regarde là. Des yeux, une flèche et une flamme. Ah, il y a un chiffre. Ouais. 260. C'est le 200. code du Ah, cadenas. bah oui. Ah oui, c'est le code du cadenas, en fait. Voilà, 260. Yes. Ah non, mais c'est physique, hein. Les mineurs, ils avaient du muscle, hein. Ah, Philippe, là, je crois qu'on arrive au bout de notre périph' ici, hein. En tout cas, c'était très très sympa. Alors, si vous aussi, vous avez des idées de territoire à nous faire découvrir, à explorer, ou des personnages vraiment forts, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Moi, si j'arrive à sortir, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le Grand Est.